Les pêcheurs de Douarnenez prétendent parfois voir des tours dorées scintiller au fond de la mer, rappelant la splendeur perdue de cette cité maudite. Dans les vastes landes brumeuses de Carnac, où les alignements de pierres se dressent comme les sentinelles d'un passé oublié, une légende persistante intrigue et effraie les habitants. On dit que ces pierres, les fameux menhirs, seraient les repères des Korrigans, ces petites créatures malicieuses et capricieuses qui hantent la Bretagne. Mais ce n'est pas qu'une légende. Tout le monde connaît l'histoire de Ronan, un jeune berger, dont la rencontre avec les Korrigans changea sa vie à jamais. Ronan était un garçon simple, aimant son travail et les longues nuits passées à surveiller son troupeau sous le ciel étoilé. Une nuit, tandis qu'il cherchait une brebis égarée, il s'enfonça plus profondément dans la lande qu'il ne l'avait jamais fait. La pleine lune éclairait les menhirs, leur donnant une aura presque surnaturelle. Tout était silencieux, jusqu'à ce qu'une musique étrange, à la fois joyeuse et hypnotique, parvienne à ses oreilles. Intrigué, Ronan suivit la mélodie et se retrouva face à une scène incroyable. Un cercle de Korrigans dansait autour d'un feu qu'il n'avait pas vu auparavant. Ces petites créatures, hautes comme des enfants, avaient des yeux brillants et des cheveux couleur d'or. Leur rire était aussi cristallin que l'eau d'une source, mais il y avait quelque chose d'inquiétant dans leur joie frénétique. Ronan, fasciné, resta caché derrière un buisson, mais l'un des Korrigans le remarqua. « Approche, humain !» cria-t-il d'une voix aiguë. Ronan, hésitant, sortit de sa cachette. Les Korrigans l'entourèrent aussitôt, certains tirant sur sa tunique, d'autres riant aux éclats. « Danse avec nous !» dirent-ils en chœur. Et avant qu'il ne puisse refuser, ils le saisirent par les mains et l'entraînèrent dans leur ronde. La danse était étrange, effrénée, presque enivrante. Ronan sentit le temps s'échapper, comme s'il était pris dans un tourbillon. Il dansa toute la nuit, incapable de s'arrêter, jusqu'à ce qu'un coq chante au loin, annonçant l'aube. À cet instant, les Korrigans s'arrêtèrent brusquement. Le feu s'éteignit, et les petites créatures disparurent dans un souffle, laissant Ronan seul au milieu des menhirs. Épuisé, il retourna au village, mais quelque chose n'allait pas. Les gens qu'il connaissait semblaient différents, leurs vêtements étaient étranges, et personne ne le reconnut. Lorsqu'il trouva enfin quelqu'un qui put l'écouter, il comprit la terrible vérité, bien que la nuit n'ait semblé durer que quelques heures, 100 ans s'étaient écoulés. Ronan, seul et perdu dans ce futur qu'il ne comprenait pas, erra jusqu'à la fin de ses jours. Les anciens racontent qu'il fut vu à plusieurs reprises, marchant parmi les menhirs, appelant les Korrigans, espérant peut-être qu'ils lui rendraient le temps qu'ils lui avaient volé. Depuis, les habitants de Carnac se méfient des landes la nuit. Si jamais vous entendez une musique étrange ou apercevez une lueur au loin, mieux vaut détourner votre chemin. Les Korrigans, dit-on, sont toujours là, guettant un imprudent à qui jouer leur tour cruel. Mais souvenez-vous, danser avec eux, c'est risquer de perdre bien plus que quelques heures de sommeil. C'est risquer votre vie entière. Il y a bien longtemps, lorsque la Bretagne était encore un royaume indépendant, s'étendait au bord de l'océan une cité splendide, nommée Is. On disait qu'Is était la plus belle ville du monde, bâtie par le roi Gradelon pour sa fille bien-aimée, Dahu. Protégée des colères de la mer par un immense mur, la ville vivait en harmonie avec l'eau, ses canaux scintillant sous le soleil et ses tours dorées se reflétant dans les flots. Mais ce paradis avait un prix, un secret sombre et tragique. Le roi Gradelon était un souverain sage et pieux, tandis que Dahu, bien que d'une beauté envoûtante, était d'un tout autre tempérament. Aimant la fête et les plaisirs, elle organisait chaque nuit de somptueuses célébrations où le vin coulait à flots et où la morale semblait disparaître. La légende raconte qu'elle choisissait un amant différent chaque nuit et qu'au lever du jour, cet homme était mystérieusement retrouvé noyé. Certains murmuraient que Dahu, envoûté par des forces obscures, avait fait un pacte avec des puissances marines. Malgré les avertissements de son père et les murmures des habitants, Dahu continuait ses excès. Une nuit, lors d'une tempête terrifiante, un mystérieux étranger apparut au palais. Il était grand, vêtu de noir, et ses yeux scintillaient comme des flammes. Dahu, fasciné, l'invita à sa table. Il lui murmura des paroles que personne d'autre ne put entendre, et elle sembla ensorcelée.
Lorsque la fête atteignit son apogée, l'homme demanda à Dahu une clé, la clé des écluses qui protégeaient Is des assauts de l'océan. Dahu, ivre et inconsciente du danger, s'empara de la clé que son père gardait précieusement et la remit à l'étranger. Sans attendre, il ouvrit les portes des écluses. Une gigantesque vague, noire et furieuse, s'abattit sur la ville. Les cris des habitants se mêlèrent au fracas des eaux, et la cité entière fut engloutie en quelques instants. Gradelon, réveillé par le tumulte, monta sur son cheval avec Dahu et tenta de fuir, mais les flots les poursuivaient. Une voix divine, celle de saint Corentin, lui apparut alors et lui dit « Abandonne Dahu, ou vous périrez tous deux. » Le cœur brisé, Gradelon obéit. Il laissa sa fille tomber dans les eaux tumultueuses, et les flots se calmèrent aussitôt. Dahu, dit-on, ne mourut pas transformée en sirène, elle continue de hanter les profondeurs, attirant les marins vers leur perte. Aujourd'hui, on raconte que par temps calme, lorsque la mer est claire, les cloches de la ville d'Is résonnent encore sous les eaux. Les pêcheurs de Douarnenez prétendent parfois voir des tours dorées scintiller au fond de la mer, rappelant la splendeur perdue de cette cité maudite. Mais il ne faut jamais tenter de s'en approcher, Dahu veille, et elle n'a pas oublié la trahison de son père. Les anciens de la région vous le diront, ne défiez pas l'océan. La mer garde ses secrets, et certains doivent rester enfouis. Alors, la prochaine fois que vous entendez une cloche sous-marine ou que vous croyez apercevoir une lumière étrange au large, souvenez-vous de la légende d'Is et tournez le dos à l'appel des profondeurs. Parmi les légendes bretonnes, celle de l'Ankou est peut-être la plus redoutée. L'Ankou, ce mystérieux faucheur d'âmes, incarne la mort elle-même. Ses récits hantent les longues veillées d'hiver, quand les villageois se réunissent autour d'un feu pour échanger des histoires qui font frissonner. Mais personne ne connaît mieux cette légende qu'Ewan, un vieux fermier de la région de Morlaix, qui raconte encore son étrange rencontre. C'était une nuit glaciale, en plein mois de novembre. Ewan, qui rentrait d'un marché tardif, menait son chariot tiré par un vieux cheval. La route sinueuse serpentait à travers la campagne, bordée de haies et d'arbres dont les ombres s'étiraient sous la lueur pâle de la lune. Tout semblait paisible, mais un silence oppressant pesait sur la nuit, comme si même le vent avait cessé de respirer. Soudain, Ewan sentit un frisson parcourir son dos. Au loin, un bruit se fit entendre, un grincement régulier et lugubre. Cela ressemblait au cri d'un vieux chariot, mais ce son portait quelque chose de surnaturel, une cadence qui semblait marcher au rythme d'un cœur effrayé. Intrigué mais inquiet, Ewan tira les rênes de son cheval, espérant ne pas croiser quelques voyageurs en détresse. C'est alors qu'il le vit, une silhouette sombre au loin, marchant lentement derrière une charrette en bois. La silhouette portait un grand manteau noir et une capuche qui dissimulait son visage. Derrière elle, une charrette avançait, tirée par 2 chevaux squelettiques. Ewan, pétrifié, tenta de détourner son regard, mais ses yeux restèrent fixés sur la scène. Il comprit immédiatement ce qu'il voyait, c'était l'Ankou. L'Ankou avançait sans se presser, et à mesure qu'il s'approchait, Ewan sentit l'air devenir plus froid. Les arbres autour de lui semblaient se figer, et le temps lui-même paraissait suspendu. Puis, la silhouette tourna lentement la tête vers lui. Dans l'ombre de sa capuche, Ewan distingua 2 lueurs vides, semblables à des flammes mourantes. Un rire profond et glacial retentit, mais les lèvres de l'Ankou ne bougèrent pas. Ewan aurait voulu fuir, mais son cheval restait cloué sur place, tremblant de tous ses membres. L'Ankou s'arrêta à quelques mètres de lui et leva une main osseuse, pointant du doigt un endroit derrière Ewan. Quand il se retourna, il aperçut une petite maison en ruine, éclairée faiblement par une bougie à la fenêtre. C'était une maison abandonnée, que personne n'habitait depuis des années. Mais cette nuit-là, il entendit un cri venir de l'intérieur, un cri déchirant qui lui glaça le sang. Sans un mot, l'Ankou continua son chemin, et la charrette disparut dans la brume. Ewan, quant à lui, se hâta de rentrer chez lui, les mains tremblantes sur les rênes. Au village, il raconta ce qu'il avait vu. Les anciens hochèrent gravement la tête. L'Ankou ne se montre pas sans raison, dit l'un d'eux. Là où il passe, une âme part. Le lendemain, on apprit qu'un vagabond avait été trouvé mort dans la maison en ruine. On dit qu'il avait cherché refuge contre le froid, mais son cœur avait cessé de battre,
sans explication. Depuis, Ewan évite cette route la nuit, et il ne parle jamais de l'Ankou sans murmurer une prière. Les Bretons le savent bien, si vous entendez un chariot grincer dans la nuit ou si une ombre encapuchonnée croise votre chemin, détournez les yeux et passez votre chemin. Car l'Ankou ne fait jamais de détour. Il vient chercher ce qui lui appartient, et personne ne peut lui échapper. La forêt de Brocéliande. Ce nom seul évoque des images de mystère et de magie, un lieu où la frontière entre le monde des vivants et celui des légendes semble s'effacer. Les Bretons la connaissent comme le cœur des mythes arthuriennes, la demeure de Merlin l'Enchanteur, de Viviane la Fée et du chevalier Lancelot. Mais ce que peu de gens osent raconter, c'est que la forêt abrite des secrets bien plus sombres, des secrets que certains aventuriers ont payés de leur vie. Il y a une 50aine d'années, un jeune écrivain parisien du nom de Lucien décida de visiter Brocéliande. Passionné par les légendes, il voulait y trouver l'inspiration pour son prochain roman. Il arriva au village de Pimpon, au bord de la forêt, où il loua une petite chambre. Les villageois, bien qu'accueillants, semblaient mal à l'aise chaque fois qu'il parlait de son intention d'explorer la forêt seule. « Prenez garde à ce que vous cherchez », lui dit une vieille femme en lui tendant une miche de pain. Brocéliande n'aime pas qu'on la dérange. Lucien sourit, prenant ces paroles pour une superstition locale, et se mit en route le lendemain à l'aube. La forêt était magnifique, baignée par une lumière dorée qui perçait à travers les feuillages. Les arbres centenaires semblaient chuchoter des histoires anciennes, et Lucien se laissa envoûter par leur atmosphère. Il passa par la fontaine de Barenton, où l'eau limpide bouillonnait doucement, bien qu'elle fût glaciale. Il sentit un frisson inexplicable, mais il continua, déterminé à atteindre le fameux tombeau de Merlin. Cependant, plus il avançait, plus l'atmosphère changeait. Les arbres paraissaient plus denses, leurs branches s'entrelacèrent au point de former un plafond sombre. Le chant des oiseaux se tut, remplacé par un silence pesant. Puis, une brume épaisse se leva soudain, enveloppant tout. Lucien, qui suivait un petit sentier, se retrouva rapidement perdu. Chaque arbre semblait identique au précédent, et le sentier avait disparu. Il appela, sa voix résonnant étrangement dans la forêt, mais personne ne répondit. Alors qu'il tâtonnait dans la brume, il aperçut une silhouette. Une femme vêtue d'une robe verte, presque translucide, se tenait à quelques mètres de lui. Son visage était d'une beauté surnaturelle, mais ses yeux brillaient d'une lumière étrange et inquiétante. « Que cherches-tu ici, étranger » demanda-t-elle, sa voix douce mais autoritaire. Lucien, bien que troublé, expliqua qu'il cherchait le tombeau de Merlin et qu'il voulait simplement comprendre les légendes. La femme sourit, mais son sourire était glacial. « Merlin est partout et nulle part, dit-elle. Mais toi, homme curieux, tu n'aurais jamais dû venir. » Avant qu'il ne puisse répondre, la brume s'épaissit encore. La silhouette disparut, et Lucien sentit une présence autour de lui. Des rires étouffés, des bruissements d'ailes, des murmures incompréhensibles. La forêt semblait vivante, mais pas de manière bienveillante. Pris de panique, il se mit à courir, trébuchant sur les racines, les branches griffant son visage. Finalement, il s'effondra, épuisé, et perdit connaissance. Il se réveilla au bord de la forêt, près du village, sans se rappeler comment il était arrivé là. Les villageois le trouvèrent en état de choc, incapable de parler pendant plusieurs jours. Quand il recouvra la parole, il ne voulut plus jamais retourner à Brocéliande. Il rentra à Paris et écrivit un roman, mais jamais il ne révéla ce qui s'était passé cette nuit-là. Aujourd'hui encore, Brocéliande attire les curieux et les passionnés, mais les anciens avertissent toujours, la forêt a ses gardiens, et elle ne laisse personne empiéter sur ses mystères impunément. Ceux qui s'y aventurent doivent être prêts à perdre bien plus qu'un simple chemin. Une nuit sombre et sans lune, il y a de cela des siècles, une rumeur glaciale courait dans les villages autour du château de Tressesson. Les habitants chuchotaient à voix basse, évoquant des événements étranges, des apparitions et des présages funestes. Mais ce fut un marchand itinérant du nom de Loïc qui, un soir d'octobre, se retrouva confronté à l'une des plus terrifiantes légendes bretonnes. Loïc voyageait seul sur un chemin bordé de vieux chênes, dont les branches noueuses semblaient vouloir attraper les passants.
Le froid mordant de l'automne s'intensifiait, et une brume épaisse se levait peu à peu, effaçant presque la route devant lui. Alors qu'il approchait du château, il sentit un poids étrange sur sa poitrine, comme une pression invisible. Son cheval, pourtant robuste et endurant, s'immobilisa soudain, soufflant bruyamment, les oreilles dressées. Intrigué et inquiet, Loïc descendit de sa monture. À cet instant, il aperçut quelque chose dans la brume. Une silhouette féminine, vêtue d'une robe blanche scintillante, se tenait à quelques mètres de lui. Elle semblait irréelle, comme si elle flottait au-dessus du sol. Loïc, bien qu'effrayé, tenta de s'adresser à elle. « Madame, que faites-vous seule par cette nuit glaciale » demanda-t-il, sa voix tremblant légèrement. La femme ne répondit pas. Elle leva lentement une main pâle et pointa vers le château. Loïc suivit son geste du regard, mais lorsqu'il se retourna vers elle, elle avait disparu. Ses pas résonnèrent alors dans l'air, bien qu'il n'y ait plus de traces de sa présence. Perturbé mais intrigué, il décida de continuer jusqu'au château pour chercher une explication. En arrivant, il frappa à la lourde porte de bois et fut accueilli par un vieux domestique. Loïc lui raconta ce qu'il venait de voir. Le visage de l'homme pâlit. « Vous avez croisé la dame blanche » murmura-t-il d'une voix rauque. « Elle apparaît toujours avant une tragédie. » Le domestique l'emmena dans le grand hall, où le seigneur des lieux était assis près de l'âtre. Loïc répéta son histoire. Le seigneur, d'abord sceptique, se figea en apprenant que la silhouette pointait en direction du château. « C'est un mauvais présage, » dit-il sombrement. Le lendemain matin, un drame se produisit. Le fils aîné du seigneur, un jeune chevalier parti en patrouille, fut retrouvé mort dans les bois, son corps sans vie baignant dans une mare de sang. L'annonce plongea tout le château dans le deuil. Ce jour-là, Loïc comprit que la Dame Blanche n'était pas une simple légende, mais un avertissement des ombres, un spectre hantant les lieux pour annoncer les malheurs. Depuis ce temps, la Dame Blanche de Tressesson continue de hanter la région, apparaissant aux abords du château à ceux qui sont destinés à porter un message funeste. Les voyageurs prudents évitent les lieux la nuit, mais ceux qui s'aventurent à passer racontent toujours cette même histoire d'une femme blanche et silencieuse, dont l'apparition reste à jamais gravée dans leur mémoire. Au cœur de la forêt de Brocéliande, le château de Compé se dresse majestueusement au bord d'un lac mystérieux, un lieu empreint de légende et de magie. Ce château, disent les anciens, abrite un secret que seuls les initiés connaissent. C'est là que Viviane, la célèbre fée des récits arthuriennes, aurait créé son palais de cristal sous les eaux, un sanctuaire magique où elle aurait vécu avec Merlin l'Enchanteur. Mais derrière cette histoire romantique se cache une vérité bien plus troublante. Il y a une centaine d'années, un jeune noble du nom de Guillaume, fasciné par les contes de la région, décida de visiter Compé. Passionné par les légendes de la table ronde, il voulait voir de ses propres yeux ce lac énigmatique. Les villageois, bien qu'aimables, l'avaient mis en garde. Le lac n'est pas un endroit ordinaire, lui dirent-ils. Ceux qui s'y attardent trop longtemps repartent changés s'ils repartent. Guillaume ne prêta pas attention à leurs avertissements. Il se rendit au château par une matinée brumeuse. La bâtisse, bien qu'ancienne et en partie en ruine, avait un charme indéniable. Mais ce qui attira immédiatement son attention fut le lac. Ses eaux semblaient scintiller d'une lumière surnaturelle, et une étrange tranquillité y régnait. Aucun oiseau ne volait au-dessus, aucun poisson n'en troublait la surface. Intrigué, Guillaume s'approcha et s'assit au bord, contemplant les reflets qui dansaient sur l'eau. Soudain, il vit quelque chose bouger sous la surface. Une forme, indistincte mais lumineuse, s'approchait. Fasciné, il se pencha davantage, son cœur battant d'excitation. Une voix douce, presque un murmure, s'éleva alors. « Que cherches-tu, voyageur ?» Guillaume sursauta, mais il ne voyait personne. La voix semblait venir du lac lui-même. Il hésita un instant avant de répondre. « Je suis venu voir le palais de Viviane. Je veux comprendre les légendes. » Un rire cristallin résonna, et une silhouette éthérée émergea doucement de l'eau. C'était une femme d'une beauté irréelle, aux cheveux d'or et aux yeux semblables à des étoiles. Elle portait une robe qui semblait faite de lumière et d'eau. « Tu es curieux, noble voyageur »
mais sais-tu que la curiosité a un prix, dit-elle. Guillaume, bien qu'intimidé, ne put détourner les yeux. Je suis prêt à payer ce prix, répondit-il avec courage. La fée Viviane, car il n'y avait aucun doute qu'il s'agissait d'elle, sourit mystérieusement. Alors, suis-moi, dit-elle en tendant la main. Sans réfléchir, Guillaume plongea dans le lac. L'eau était glaciale mais étrangement accueillante. Il fut immédiatement enveloppé par une lumière aveuglante et se retrouva dans un monde irréel. Le palais de cristal de Viviane s'élevait devant lui, brillant d'une splendeur inimaginable. Des créatures féeriques dansaient autour, leur chant remplissant l'air d'une harmonie envoûtante. Guillaume perdit toute notion du temps. Il était captivé par la beauté du lieu et par Viviane elle-même, qui semblait lire dans son âme. Mais alors qu'il se laissait aller à cette extase, un détail le troubla. Parmi les créatures féeriques, il vit d'autres humains. Certains étaient assis, immobiles, les yeux vides, comme s'ils avaient perdu toute volonté. Que leur est-il arrivé, osa-t-il demander. Viviane répondit, son sourire devenant plus sombre, ce sont ceux qui ne savent pas partir. Guillaume sentit une peur grandir en lui. Il comprit qu'il était en danger. Rassemblant son courage, il déclara, « Je dois retourner à la surface. » Viviane le fixa un long moment, son expression indéchiffrable, puis elle murmura, « Alors pars, mais sache que tu emportes un fragment de ce lieu avec toi. » Guillaume se retrouva soudainement au bord du lac, trempé et haletant. Le château semblait identique, mais quelque chose en lui avait changé. Les habitants du village le retrouvèrent quelques heures plus tard, égaré et silencieux. Il ne parla jamais de ce qu'il avait vu, mais ses cheveux, autrefois bruns, étaient devenus blancs du jour au lendemain. Depuis ce jour, Guillaume ne fut plus le même. On disait qu'il rêvait constamment du palais de cristal et qu'il errait parfois la nuit, appelant Viviane. Finalement, il disparut mystérieusement, et certains croient qu'il retourna au lac, incapable de résister à l'appel de la fée. Aujourd'hui encore, les eaux du lac de Compé continuent d'attirer les curieux. Mais les anciens avertissent, si vous entendez une voix douce vous appeler ou si vous voyez une lumière danser sous l'eau, détournez les yeux et partez. Car Viviane veille, et elle choisit soigneusement ce qu'elle veut garder. Par une nuit obscure et sans lune, quelque part dans les landes désertes du Finistère, une légende se réveilla. C'était une nuit comme tant d'autres pour Alan, un jeune forgeron qui rentrait tard chez lui après une fête dans un village voisin. Il avait bu un peu plus que de raison, et le chemin qui serpentait entre les collines lui paraissait interminable. La lande était silencieuse, à peine troublée par le souffle du vent, et la lueur de sa lanterne vacillait dans l'obscurité. Alors qu'il passait près d'une rivière, un bruit étrange attira son attention. C'était le son de l'eau qui éclabousse, accompagné de murmures et de rires étouffés. Intrigué, Alan s'approcha prudemment. Ce qu'il vit alors le figea sur place. Deux femmes, vêtues de longues robes blanches, étaient accroupies au bord de l'eau. Leurs cheveux ruisselants cachaient en partie leur visage, mais leurs mouvements étaient étranges, presque mécaniques. Elles frottaient frénétiquement de grandes pièces de tissu sur les pierres de la rivière, des draps qui semblaient imprégnés d'une teinte sombre, presque rouge. Alan pensa d'abord qu'il s'agissait de lavandières, mais quelque chose dans leur présence le mettait mal à l'aise. Elles semblaient flotter légèrement au-dessus du sol, et le bruit de leurs gestes résonnait comme un écho surnaturel. Se disant qu'il valait mieux ne pas rester là, Alan fit demi-tour. Mais à peine avait-il fait un pas qu'une des femmes tourna la tête vers lui. Son visage était pâle comme la mort, et ses yeux noirs semblaient briller d'une lumière inquiétante. « Toi, là-bas, dit-elle d'une voix glaciale, viens nous aider. » Terrifié, Alan tenta de fuir, mais ses jambes refusèrent de bouger. C'était comme si une force invisible le retenait sur place. La seconde femme se leva alors, tenant dans ses mains le drap qu'elle lavait. En s'approchant, elle le tendit à Alan. « Aide-nous à tordre le linge, dit-elle, son ton autoritaire. » Pris de panique, Alan fit ce qu'elle demandait, croyant que coopérer le sauverait. Mais lorsqu'il saisit le drap, il sentit une lourdeur anormale, comme si ce morceau de tissu était imprégné d'une essence maléfique. Les lavandières commencèrent à rire, un rire sinistre qui semblait provenir de toutes les directions. Puis,
la femme murmura, « Fais bien attention à ne pas t'en mêler, sinon. » Alan réalisa trop tard ce qu'elle voulait dire. En tordant le linge maladroitement, il enroula par mégarde une partie autour de son poignet. Les lavandières éclatèrent de rire, et il sentit le drap se resserrer autour de son bras comme un serpent. Il hurla, mais aucun son ne sembla franchir ses lèvres. La femme le fixa, un sourire cruel aux lèvres. Celui qui aide les lavandières de la nuit ne revient jamais. Avec un effort désespéré, Alan parvint à se dégager, laissant tomber la lanterne dans la rivière. L'obscurité l'engloutit, mais il profita de ce moment pour s'enfuir. Il courut à travers la lande, trébuchant sur les pierres et les racines, jusqu'à ce qu'il atteigne enfin son village. Il s'effondra devant sa porte, le visage livide, incapable de prononcer un mot. Le lendemain, les villageois retrouvèrent Alan en état de choc. Sa main portait des marques profondes, comme si des cordes l'avaient étranglé. Il ne parla jamais de cette nuit, mais il évita la rivière jusqu'à la fin de ses jours. On raconte qu'il laissait toujours une chandelle allumée à sa fenêtre, par crainte que les lavandières ne viennent réclamer son aide une nouvelle fois. Les anciens disent que les lavandières de la nuit sont des âmes damnées, condamnées à laver les linceuls des morts. Elles apparaissent pour piéger les imprudents et les condamner à partager leur sort. Alors, si jamais vous entendez des rires ou voyez des silhouettes blanches près d'un cours d'eau après minuit, ne vous approchez pas. Et surtout, n'aidez jamais ces mystérieuses femmes, car une fois leur linge entre vos mains, votre destin est scellé. Le village de Huelgoa, niché au cœur des monts d'Arrée, est célèbre pour ses paysages enchanteurs et ses rochers aux formes étranges. Mais il est aussi le théâtre d'une légende terrifiante, celle du pont du diable. Ce pont de pierre, modeste en apparence, relie deux rives d'un torrent tumultueux. Pourtant, ceux qui connaissent son histoire s'en éloignent la nuit, de peur d'attirer la colère de son sombre constructeur. Il y a des siècles, raconte-t-on, les habitants de Huelgoa souffraient d'un problème épineux. Le torrent qui coupait leur village en deux était infranchissable, surtout en hiver, et plusieurs personnes avaient péri en tentant de le traverser. Désespérés, ils décidèrent de construire un pont. Mais le chantier était laborieux, et les crues répétées emportaient tout leur travail. Un soir, un étranger apparut dans le village. Vêtu d'un long manteau noir, il semblait surgir de nulle part. Il déclara d'une voix grave qu'il pouvait bâtir un pont solide en une seule nuit. Émerveillés mais méfiants, les villageois demandèrent quel prix il exigeait. L'homme sourit, révélant des dents anormalement pointues, et répondit « Je réclame l'âme du premier être qui traversera le pont. » Les villageois, terrifiés à l'idée de traiter avec le diable car qui d'autre pouvait-il être, débattirent longuement. Mais leur besoin était grand, et ils finirent par accepter, espérant trouver un moyen de le tromper. Le marché fut conclu. Cette nuit-là, l'étranger se mit au travail. Des blocs de pierre gigantesques furent déplacés comme par magie, s'ajustant parfaitement les uns aux autres. Les villageois, cachés dans leurs maisons, entendirent les échos de son labeur et les éclats de rire sinistres qui résonnaient dans l'obscurité. Au matin, le pont était terminé. Massif, robuste, il semblait invincible. L'étranger attendait sur la rive, un sourire malveillant sur les lèvres. « Maintenant, tenez votre promesse, dit-il. » Mais les villageois avaient un plan. Ils amenèrent un coq, le plus vieux du village, et le poussèrent à traverser le pont. L'animal, inconscient du drame, trotta gaiement sur les pierres, traversant le torrent sans encombre. Le diable, furieux de cette ruse, hurla si fort que les arbres se courbèrent sous le vent. « Vous m'avez dupé » cria-t-il, les yeux brûlants de colère. Puis, d'un geste de la main, il jura que quiconque utiliserait ce pont à mauvais escient paierait de sa vie. Depuis ce jour, le pont du diable est resté en place, défiant le temps et les crues. Mais la malédiction n'est pas une légende vide de sens. Les anciens racontent que plusieurs imprudents, ayant défié la légende en traversant le pont à la tombée de la nuit, ont disparu sans laisser de traces. D'autres disent avoir entendu des rires sinistres et vu une silhouette encapuchonnée sur la rive, surveillant le pont comme un gardien inflexible. Encore aujourd'hui, les habitants de Huelgoa conseillent aux visiteurs de ne pas s'attarder près du pont après le coucher du soleil. Le diable, dit-on,
n'a pas oublié la ruse des villageois, et il attend patiemment une autre âme à emporter dans les ténèbres. Alors, si jamais vous vous trouvez à Uelgoa et que vous contemplez ce vieux pont de pierre, souvenez-vous de son histoire. Traversez-le à vos risques et périls, mais assurez-vous de ne jamais être le premier à le faire, surtout lorsque la nuit tombe et que le silence de la forêt devient oppressant. Au large des côtes du Finistère, l'île de Sein émerge comme un petit bout de terre battu par les vents et les vagues. Les marins l'appellent la « sentinelle de la mort » pour les naufrages fréquents qui s'y produisent. Mais les anciens du pays connaissent une histoire plus sombre, la malédiction des sorcières de Sein, un sort terrible qui aurait condamné l'île à une éternelle lutte contre les éléments. Il y a fort longtemps, l'île était prospère, habitée par des pêcheurs, des paysans et des druides qui pratiquaient leurs rites sacrés sous le regard des dieux celtes. Les légendes racontent qu'un cercle de femmes, connu sous le nom de « Sœurs de l'ombre », protégeait l'île grâce à des rituels anciens et à une magie transmise de génération en génération. Mais leur pouvoir attira bientôt la jalousie et la peur. Un jour, un groupe de moines chrétiens accosta sur l'île, déterminé à convertir ses habitants et à éradiquer les pratiques païennes. Bien que la plupart des insulaires aient cédé à la pression, les Sœurs de l'ombre refusèrent de renoncer à leurs croyances. Les moines, furieux, les accusèrent de sorcellerie et les condamnèrent à être brûlés sur un grand bûcher au centre du village. La nuit précédant leur exécution, les femmes furent enfermées dans une grotte au bord de la mer. Selon la légende, elles passèrent la nuit à invoquer les forces obscures qu'elles avaient toujours vénérées. À l'aube, alors que les flammes montaient, leur chef, une femme nommée Maëlle, lança une malédiction sur l'île. « Vous avez détruit nos corps, dit-elle d'une voix pleine de rage, mais nos esprits vivront dans le vent et dans la mer. Jamais Sein ne connaîtra la paix. Vous et vos descendants lutterez contre la fureur des éléments jusqu'à la fin des temps. » La mer, d'abord calme, se souleva en un instant. Une tempête d'une violence inouïe s'abattit sur l'île, détruisant plusieurs maisons et emportant des bateaux. Bien que la tempête se soit apaisée, elle laissa derrière elle une île marquée à jamais. Depuis ce jour, Sein est connu pour ses vents déchaînés, ses eaux traîtresses et les nombreuses tragédies maritimes qui s'y produisent. Au fil des siècles, des pêcheurs et des marins racontèrent avoir vu des silhouettes féminines marchant sur les flots par temps de brouillard. Ces esprits, qu'ils appellent « les filles de la mer », seraient les âmes des sorcières, surveillant l'île et rappelant aux vivants leur malédiction. Certains disent qu'il suffit d'entendre leur chant pour qu'un bateau soit condamné à sombrer. Un marin nommé Erwan raconta une expérience troublante. Lors d'une nuit d'hiver, alors qu'il naviguait seul autour de l'île, il fut pris dans une brume épaisse. Une voix féminine douce mais inquiétante l'appela par son nom. Regardant autour de lui, il aperçut une femme à la longue chevelure noire debout sur une roche, son regard fixe et perçant. Terrifié, Erwan pria pour sa vie. La silhouette disparut, mais quelques instants plus tard, son bateau heurta un récif invisible. Bien qu'il survécût, il ne remit jamais les pieds sur un bateau. Aujourd'hui encore, les habitants de Sein honorent les esprits des sorcières d'une manière ou d'une autre. Certains laissent des offrandes discrètes sur les plages, espérant apaiser leur colère. Mais personne ne remet en question la malédiction. Car ici, chaque tempête qui éclate, chaque bateau qui disparaît, est un rappel que l'île appartient encore à celles qui l'ont juré à l'éternité. Si un jour vous visitez Sein et que vous entendez des murmures dans le vent ou que vous voyez des ombres danser sur les vagues, ne cherchez pas à comprendre. Ce ne sont pas des légendes. Ce sont les gardiennes de l'île, veillant sur leur vengeance. Dinan, cette charmante cité médiévale de Bretagne, regorge d'histoires fascinantes, mais l'une d'elles fait frissonner même les habitants les plus aguerris. Elle concerne la tour de l'horloge, un monument imposant qui domine la ville et dont la cloche résonne encore à des kilomètres. C'est là, selon la légende, qu'apparaît le spectre d'une jeune femme au cœur brisé. On raconte qu'au XVe siècle, une jeune fille du nom de Marguerite habitait dans les ruelles étroites de Dinan. Elle était promise à un chevalier, un homme brave et noble qui devait partir en croisade. Avant son départ, il lui promit de revenir l'épouser, lui offrant un médaillon gravé de leurs initiales comme symbole de son amour éternel. Marguerite, éperdue d'amour, attendit son retour avec une patience infinie. Les années passèrent,
et la guerre éloigna le chevalier plus longtemps que prévu. Marguerite montait chaque soir en haut de la tour de l'horloge pour guetter son retour, scrutant l'horizon. Mais un jour, une lettre arriva. Elle portait une nouvelle tragique, son bien-aimé avait été tué au combat. Marguerite, anéantie par le chagrin, ne supporta pas cette perte. On dit qu'elle grimpa une dernière fois au sommet de la tour et, dans un moment de désespoir, se jeta dans le vide. Depuis ce jour, des phénomènes étranges se produisent autour de la tour de l'horloge, surtout les nuits de pleine lune. Plusieurs habitants affirment avoir aperçu une silhouette blanche se tenant en haut de la tour, les yeux fixés sur l'horizon. Elle reste là, immobile, avant de disparaître dans l'air comme une brume dissipée par le vent. D'autres racontent avoir entendu des sanglots étouffés, mêlés au bruit de la cloche qui sonne à minuit, même lorsqu'elle est censée être immobile. Un soir, un horloger nommé Pierre, chargé d'entretenir le mécanisme de la tour, fit une expérience troublante. Alors qu'il inspectait les rouages, il sentit une présence derrière lui. En se retournant, il vit une femme vêtue de blanc, son visage voilé. « Pourquoi restes-tu ici » osa-t-il demander. Elle ne répondit pas mais tendit une main translucide, désignant une fenêtre. Puis, d'une voix faible, presque un murmure, elle dit « Il ne revient pas ». Terrifié, Pierre s'enfuit, laissant ses outils derrière lui. Lorsqu'il revint le lendemain, il trouva un médaillon poussiéreux posé sur le rebord de la fenêtre, gravé des initiales M et G. Persuadé qu'il s'agissait d'un message de l'au-delà, il quitta son poste peu de temps après, refusant de travailler près de la tour à nouveau. Les anciens de Dinan affirment que Marguerite ne trouvera jamais la paix. Condamnée à attendre éternellement, son esprit erre autour de la tour, cherchant encore l'ombre de son chevalier. Certains disent que si vous montez dans la tour à minuit, vous pouvez entendre ses murmures et peut-être même apercevoir son visage derrière la cloche. Les habitants, bien qu'habitués à ces récits, évitent toujours de s'aventurer près de la tour tard le soir. La cloche, qui devrait être un symbole de rassemblement et de fête, sonne parfois seule, comme un rappel de la tragédie de Marguerite. Et lorsque le vent souffle sur les vieilles rues de Dinan, emportant avec lui des soupirs lointains, beaucoup chuchotent encore, c'est Marguerite qui l'attend. L'île de Groix, avec ses plages de sable fin et ses falaises abruptes, semble paisible et accueillante. Mais pour les marins qui naviguent dans ces eaux, elle est entourée d'un mystère effrayant. Depuis des siècles, des récits évoquent la présence des Morgans, ces créatures mi-femmes, mi-poissons, qui hantent les profondeurs et attirent les hommes vers leur perte. L'histoire de Yannick, un jeune pêcheur de l'île, est l'une des plus connues. Il était un homme robuste, réputé pour son courage, mais également pour sa curiosité insatiable. Un soir, alors que la lune éclairait les eaux sombres, il partit seul en mer, espérant ramener une prise abondante. Le vent soufflait doucement, et les vagues caressaient la coque de son bateau. Tout semblait paisible. Alors qu'il jetait ses filets, une étrange mélodie s'éleva dans l'air. C'était un chant envoûtant, doux et hypnotique. Yannick, incapable de résister, posa ses filets et scruta l'horizon. Là, près des rochers, il aperçut une silhouette féminine. La lumière de la lune dansait sur sa peau pâle, et ses cheveux noirs cascadaient sur ses épaules. Mais ce qui le frappa le plus, c'étaient ses yeux, d'un vert profond, scintillant comme les abysses. La femme plongea dans l'eau, puis réapparut à quelques mètres de son bateau. « Approche, pêcheur », dit-elle d'une voix qui semblait résonner dans sa tête. Fasciné, Yannick manœuvra son bateau pour s'approcher. La femme l'accueillit avec un sourire, mais lorsqu'elle sortit davantage de l'eau, il remarqua sa queue de poisson, couverte d'écailles scintillantes. Yannick réalisa alors qu'il faisait face à une Morgane. Les récits de sa grand-mère lui revinrent en mémoire, les Morgans charment les hommes pour les attirer dans les profondeurs, où ils deviennent leurs captifs pour l'éternité. Mais malgré cette prise de conscience, il ne pouvait détacher son regard d'elle. Elle tendit la main, et il s'avança, oubliant tout danger. Alors qu'il était sur le point de la toucher, un cri perçant retentit depuis le rivage. C'était une vieille femme du village, connue pour sa sagesse et ses dons de guérisseuse. Elle avait suivi Yannick, pressentant un danger. « Ne la touche pas, Yannick » hurla-t-elle. Surpris, il recula, brisant le charme.
La Morgane, furieuse, poussa un cri strident. Les eaux autour du bateau se mirent à bouillonner, et une vague massive faillit le renverser. La créature plongea sous la surface, disparaissant dans un tourbillon. Yannick, tremblant, reprit rapidement le contrôle de son bateau et regagna le rivage, le cœur battant. La vieille femme l'attendait. « Tu as eu de la chance, » lui dit-elle gravement. Peu d'hommes survivent à leur rencontre. Les Morgans n'oublient jamais un visage. Depuis cette nuit, Yannick ne retourna plus jamais pêcher seul, surtout sous la lumière de la lune. Mais il n'échappa pas totalement à la vengeance des Morgans. Ses filets, autrefois toujours pleins, restèrent vides pendant des mois. Les marins du village racontèrent que ces filets étaient troués chaque nuit, comme si une main invisible les déchirait. Certains disaient même l'avoir vu, tard le soir, fixer la mer avec un mélange de fascination et de peur. Les habitants de l'île de Groix continuent de raconter cette histoire pour mettre en garde les imprudents. Ils conseillent aux visiteurs de ne jamais répondre à un chant étrange venu des vagues, et de ne jamais fixer les eaux trop longtemps, surtout à la tombée de la nuit. Les Morgans, dit-on, attendent toujours, prêts à ensorceler un autre homme pour le garder prisonnier dans leur royaume sous-marin. Dans le nord de la Bretagne, non loin des Landes sauvages, se trouve le château de Trégarentec, une vieille bâtisse aux pierres sombres, oubliée par le temps. Autrefois résidence d'un seigneur cruel, ce château est aujourd'hui connu pour ses légendes inquiétantes. On dit que les murs résonnent encore des cris de ceux qui y ont souffert, et qu'un spectre rôde, incapable de trouver la paix. L'histoire de ce lieu remonte au XVIIe siècle, lorsque le seigneur de Trégarentec, un homme autoritaire nommé Hervé de Queyran, régnait d'une main de fer. C'était un homme avide des viols, qui exploitait sans pitié les paysans de la région. Il organisait de somptueuses fêtes dans son château, tandis que les habitants mouraient de faim et de froid. Un jour, une jeune servante du village, du nom d'Élise, fut amenée de force au château. On disait qu'elle était d'une grande beauté, et le seigneur l'avait remarqué lors d'un marché. Malgré ses supplications, elle fut contrainte de travailler au service du seigneur. Hervé, séduit par sa grâce, tenta de la séduire, mais elle le repoussa à maintes reprises. Humilié et furieux, il la fit enfermer dans une pièce du château, promettant de la briser jusqu'à ce qu'elle cède. Les jours passèrent, et Élise ne reparut jamais. Les domestiques chuchotaient que des cris résonnaient la nuit dans les couloirs sombres, et que des taches de sang apparaissaient parfois sur les murs de la pièce où elle avait été enfermée. Puis, un jour, tout s'arrêta. Plus aucun cri, plus aucune trace. Élise avait disparu. Certains dirent qu'elle s'était échappée, mais d'autres murmuraient qu'Hervé, dans un accès de rage, avait mis fin à ses jours. Peu de temps après, des événements étranges commencèrent à se produire. Hervé devint paranoïaque, persuadé qu'on l'observait. Il affirmait entendre des pas dans les couloirs déserts et des pleurs dans la nuit. Il sombra peu à peu dans la folie, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé mort dans sa chambre, le visage figé dans une expression de terreur. Sur le mur, juste au-dessus de son lit, une phrase était gravée, « Tu ne trouveras jamais le repos ». Depuis lors, le château de Trégarentec a été abandonné, mais la légende ne s'est jamais éteinte. Les rares visiteurs qui s'y sont aventurés racontent des expériences glaçantes. Une femme nommée Claire, passionnée d'histoire, décida un jour de visiter le château avec un groupe d'amis. Lorsqu'ils pénétrèrent dans la grande salle, le silence pesant les enveloppa. L'air semblait glacial, bien que ce fût une journée d'été. Alors qu'ils exploraient les pièces, Claire se retrouva seule un instant. Dans une chambre délabrée, elle vit une silhouette dans un coin sombre. C'était une femme aux longs cheveux noirs, vêtue d'une robe usée. Ses yeux, pleins de tristesse, fixèrent Claire avant qu'elle ne disparaisse subitement. Claire courut rejoindre ses amis, paniquée, mais ils se moquèrent de sa peur, pensant qu'elle avait imaginé cette vision. Pourtant, en quittant le château, ils furent tous témoins d'un phénomène inexplicable. Une fenêtre, au sommet de la tour principale, s'ouvrit avec fracas, et une ombre sembla s'y dessiner. Un cri perça l'air, si aigu et désespéré qu'ils prirent leurs jambes à leur cou, jurant de ne jamais revenir. Aujourd'hui, les habitants des villages d'alentour disent que l'esprit d'Élise hante encore le château, cherchant à punir les cruels et à protéger les innocents.
Des lumières inexplicables s'allument parfois dans les tours, et ceux qui s'approchent trop près jurent entendre des murmures venant des murs. Mais le plus terrifiant reste la nuit, lorsque la brume s'installe autour du château et que des silhouettes fantomatiques semblent danser dans les ombres. Les anciens conseillent à quiconque s'approche de Trégarantec de ne jamais y entrer après la tombée de la nuit. Car une fois à l'intérieur, disent-ils, le château ne vous laissera peut-être jamais repartir. Perdu dans la campagne bretonne, non loin de la ville d'Essé, se trouve un dolmen légendaire connu sous le nom de la Roche aux Fées. Ce site mégalithique, composé d'énormes pierres agencées avec une précision qui défie l'imagination, est entouré de mystères depuis des siècles. Les anciens disent qu'il s'agit d'une œuvre des fées, et certains osent affirmer qu'elles y dansent encore les nuits de pleine lune. L'histoire d'Anaël, une jeune fille du village, est l'une des plus célèbres. Elle remonte à une époque où les superstitions rythmaient la vie quotidienne, et où les récits de fées étaient pris très au sérieux. Anaël était curieuse de nature et fascinée par les histoires que sa grand-mère lui racontait. Celle-ci lui répétait souvent, « Ne t'aventure jamais à la Roche aux Fées après la tombée de la nuit. Les fées n'aiment pas être dérangées, et elles savent se montrer cruelles. » Un soir de pleine lune, Anaël, intriguée par ces récits, décida de braver l'interdit. Elle voulait voir de ses propres yeux si les légendes étaient vraies. En silence, elle quitta sa maison, munie seulement d'une lampe à huile, et se rendit au dolmen. La forêt qui entourait le site était baignée d'une lumière argentée, et une brume légère flottait au ras du sol. Anaël sentit un frisson d'excitation et de crainte, mais sa curiosité était plus forte que sa peur. En arrivant à la Roche aux Fées, elle fut frappée par le calme surnaturel qui régnait. Les pierres massives semblaient briller d'une lueur propre, et une étrange énergie emplissait l'air. Alors qu'elle s'approchait, un murmure léger se fit entendre, comme une mélodie portée par le vent. Anaël s'immobilisa, le cœur battant. Elle se demandait si son esprit lui jouait des tours. Mais soudain, les murmures devinrent plus distincts, se transformant en un chant envoûtant. Anaël vit alors des lumières scintillantes apparaître autour des pierres. Ces lumières dansaient, virevoltaient, et prirent peu à peu la forme de silhouettes féminines, d'une beauté irréelle. Les fées. Elles portaient des robes diaphanes qui semblaient tissées de clairs de lune, et leurs cheveux flottaient comme s'ils étaient portés par une brise invisible. Anaël était émerveillée, mais son émerveillement fut de courte durée. L'une des fées se tourna vers elle, ses yeux brillant d'une lumière froide. « Pourquoi viens-tu troubler notre danse, humaine ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais tranchante. Anaël, tremblante, tenta de s'excuser, expliquant qu'elle voulait seulement les voir, qu'elle ne voulait pas causer de mal. Les fées échangèrent des regards, puis un sourire cruel apparut sur leur visage. « Si tu veux rester, tu dois danser avec nous, » dit une autre. Avant qu'Anaël ne puisse refuser, elles l'entourèrent, l'entraînant dans leur ronde. La danse était à la fois extatique et épuisante. Elle sentait son énergie l'abandonner peu à peu, mais elle ne pouvait s'arrêter. Le temps semblait s'étirer. Anaël ne savait plus si elle dansait depuis quelques minutes ou plusieurs heures. Les fées riaient, leur voix devenant de plus en plus stridente, presque menaçante. Alors qu'elle était sur le point de s'effondrer, le premier rayon de l'aube perça l'horizon. Les fées s'arrêtèrent brusquement. L'une d'elles la fixa, son regard chargé d'un avertissement, « Ne reviens jamais ». Anaël s'éveilla plus tard, allongée près des pierres, sa lampe éteinte à ses côtés. En retournant au village, elle se rendit compte qu'une nuit entière s'était écoulée. Pourtant, les gens qu'elle connaissait semblaient changer de comportement en sa présence, comme si elle portait une aura étrange. Elle réalisa rapidement qu'elle n'était plus tout à fait la même. Les habitants d'Essé racontent encore cette histoire pour dissuader quiconque de visiter la Roche aux Fées la nuit. Certains disent que des traces de pas peuvent être trouvées autour du dolmen les lendemains de pleine lune, comme si une ronde invisible s'était tenue là. Et si vous tendez l'oreille, peut-être entendrez-vous encore ces chants lointains, rappelant à tous que les fées veillent toujours sur leur royaume. Sur la côte sauvage du Finistère, là où l'océan Atlantique s'écrase avec fureur contre les récifs, se dresse le phare de Thévenec. Isolé sur un îlot rocailleux, ce phare a sauvé d'innombrables vies, mais il porte aussi une terrible réputation.
Ceux qui y ont travaillé racontent que Tevennec n'est pas un simple phare, c'est un lieu maudit, hanté par un esprit tourmenté. L'histoire commence au milieu du XIXe siècle, lorsque le phare fut construit pour guider les marins à travers les eaux périlleuses de la chaussée de St. Dès les premières années, les gardiens se plaignirent de phénomènes étranges. Le premier gardien, un homme nommé Guillaume le Bihan, raconta avoir entendu des murmures dans la nuit, comme si des voix invisibles chantaient dans les couloirs. Il essaya d'ignorer ces sons, pensant que la solitude lui jouait des tours. Mais les manifestations s'intensifièrent. Les nuits, Guillaume sentait une présence froide près de lui, et parfois, une ombre furtive traversait la pièce. Épuisé et terrorisé, il quitta son poste après seulement quelques mois, jurant de ne jamais revenir. Les gardiens suivants connurent des expériences similaires. Certains perdirent la raison, d'autres moururent de manière inexplicable. La légende raconte que l'esprit hantant le phare serait celui d'un naufragé. Un homme, dont le bateau avait sombré dans les eaux traîtresses des récifs, aurait péri dans des souffrances terribles. Il aurait maudit l'endroit de sa mort, jurant de ne jamais laisser les vivants trouver la paix à Tevennec. Mais d'autres parlent d'un fantôme plus ancien, celui d'un moine qui, au Moyen Âge, aurait été condamné à vivre sur cet îlot en pénitence pour un crime oublié. En 1903, un gardien nommé Louis s'installa au phare, déterminé à prouver que toutes ces histoires n'étaient que des superstitions. Au début, tout sembla calme, mais rapidement, il commença à remarquer des choses étranges. Les objets changeaient de place, et des bruits de pas résonnaient dans la tour alors qu'il était seul. Une nuit, alors qu'il dormait, il fut réveillé par une main glaciale qui semblait lui caresser le visage. En se levant d'un bond, il ne trouva rien. Pourtant, la sensation persistait, comme si une présence invisible l'observait. La pire nuit de Louis fut celle où il entendit clairement des pleurs venant du bas de la tour. Convaincu qu'un naufragé s'était échoué sur l'île, il descendit avec une lampe. Mais lorsqu'il ouvrit la porte, il ne trouva personne. Les pleurs s'arrêtèrent brusquement, remplacés par un silence oppressant. Et soudain, derrière lui, une voix basse murmura « Pars avant qu'il ne soit trop tard ». Terrifié, Louis s'enfuit, laissant presque toutes ses affaires derrière lui. Il refusa de parler en détail de ce qu'il avait vu, mais il affirma que Tevennec était habité par une force qu'il ne comprenait pas. Il quitta son poste, et le phare resta inoccupé pendant des années. Finalement, les autorités décidèrent de l'automatiser, évitant ainsi d'exposer d'autres gardiens à ces expériences traumatisantes. Aujourd'hui, Tevennec est une curiosité pour les amateurs de mystère et les passionnés de surnaturel. Des chercheurs ont tenté d'expliquer les phénomènes par des courants d'air, des bruits amplifiés par la structure du phare ou les effets psychologiques de l'isolement. Mais ceux qui ont visité l'endroit jurent que l'atmosphère y est différente, lourde, comme si quelque chose ou quelqu'un les observait. Lors des tempêtes, lorsque les vagues s'écrasent sur les rochers, les marins affirment parfois entendre des cris et des pleurs portés par le vent. Certains disent même avoir aperçu une silhouette sombre, immobile, dans la lumière vacillante du phare. Alors, si un jour vous visitez la côte bretonne et apercevez le phare de Tevennec, souvenez-vous, ce n'est pas un lieu comme les autres. Les fantômes de ces gardiens passés et des âmes perdues en mer continuent de hanter ces murs, rappelant à tous que l'océan, bien qu'époustouflant, n'est jamais totalement silencieux. La baie des Trépassés, située entre la pointe du Raz et la pointe du Van, est l'un des lieux les plus sauvages et mystérieux de Bretagne. Ses falaises abruptes, ses vagues déchaînées et son vent hurlant lui donnent un caractère à la fois magnifique et effrayant. Mais ce qui rend cet endroit encore plus troublant, c'est la légende des âmes en peine, ces spectres qui erraient dans la baie, cherchant une paix qu'ils ne trouvent jamais. On raconte que la baie des Trépassés était autrefois un lieu de passage pour les âmes des défunts. Les Celtes croyaient qu'elle était une porte vers l'autre monde, où les morts prenaient la mer pour rejoindre l'île mythique d'Avalon. Mais avec le temps, ce sanctuaire sacré devint un piège pour les âmes qui y restèrent prisonnières, incapables de traverser les flots. L'histoire de cette malédiction commence avec un naufrage tragique, il y a des siècles. Une nuit d'hiver, une violente tempête s'abattit sur la baie. Un bateau de pêche, pris dans les vagues, s'échoua sur les récifs. Les marins, désespérés, appelèrent à l'aide, mais personne ne vint. Au matin, leurs corps furent retrouvés sur la plage, figés dans la mort,
les visages déformés par l'horreur. Depuis cette nuit, les pêcheurs et les habitants des environs rapportent des apparitions inquiétantes. Par temps de brouillard, on verrait des silhouettes errer sur la plage, vêtues de vêtements d'époque, leur regard vide fixant l'horizon. D'autres parlent de voix plaintives portées par le vent, des appels désespérés pour une aide qui ne viendra jamais. L'histoire la plus célèbre est celle de Maël, un jeune pêcheur qui habitait un village voisin. Une nuit, alors qu'il rentrait chez lui après une longue journée en mer, il décida de traverser la plage pour raccourcir son chemin. La lune était cachée derrière des nuages épais, et la baie était plongée dans une obscurité presque totale. Soudain, il aperçut une lumière vacillante près de l'eau. Pensant qu'un autre pêcheur était en difficulté, il s'approcha. Mais lorsqu'il atteignit la lumière, il se trouva face à une femme. Elle portait une robe blanche déchirée et ses cheveux ruisselaient, bien qu'il n'y eût aucune pluie. Elle le fixa avec des yeux remplis de douleur. « Aidez-moi » murmura-t-elle d'une voix glaciale. Maël, terrifié mais compatissant, tendit la main pour l'aider à se relever. Mais au moment où il la toucha, elle disparut, et une vague glacée monta soudainement autour de lui, bien qu'il ne soit pas proche de la mer. Il s'enfuit, le cœur battant, et raconta son expérience au village. Les anciens hochèrent gravement la tête. « Tu as vu une âme en peine » lui dit un vieil homme. « Elles reviennent chaque nuit chercher ce qu'elles ont perdu, la vie. Mais elles ne trouveront jamais le repos. » Depuis cette nuit, Maël évita la baie après le coucher du soleil. Mais il ne fut pas le dernier à vivre une telle expérience. Un couple de randonneurs, explorant la plage au crépuscule, jura avoir entendu des cris déchirants venant des vagues. Ils virent également des traces de pas apparaître dans le sable, bien qu'il n'y eût personne autour. Pris de panique, ils quittèrent la baie et refusèrent d'y retourner. Les habitants de la région croient encore que la baie des Trépassés est maudite. Ils recommandent de ne jamais s'y aventurer la nuit et de ne pas répondre aux voix étranges qui pourraient s'élever du vent ou des flots. La mer, disent-ils, garde les âmes qu'elle a prises, mais ces âmes, pleines de douleur et de regrets, continuent d'errer, prisonnières de ce lieu entre les mondes. Alors, si vous visitez la baie des Trépassés, contemplez sa beauté, mais partez avant que le soleil ne se couche. Car une fois la nuit tombée, ce lieu devient le royaume des âmes en peine, et leur mélancolie pourrait bien vous appeler à les rejoindre. Perché sur une colline dans les Côtes d'Armor, le château de Tonquédec est une ruine imposante, entourée de mystères. Ses tours effondrées et ses murs envahis par la végétation attirent les passionnés d'histoire, mais aussi les chasseurs de fantômes. Car dans ces vieilles pierres, on raconte qu'un chevalier spectre hante encore les lieux, veillant sur un trésor caché dont personne n'a jamais percé le secret. L'histoire remonte au XIVe siècle, lorsque le château était le siège d'une famille noble, les de Tonquédec. Le dernier seigneur du château, Guy de Tonquédec, était connu pour sa bravoure, mais aussi pour son caractère impitoyable. Lors d'une guerre locale, il amassa un butin considérable, qu'il fit cacher dans les souterrains de la forteresse. Seul lui en connaissait l'emplacement exact. Mais Guy trouva la mort lors d'une bataille sanglante avant d'avoir révélé le secret de son trésor. Depuis, des rumeurs circulent, l'esprit de Guy, incapable de quitter ce monde tant que son trésor n'est pas découvert, hante encore le château. De nombreux visiteurs et aventuriers ont tenté de le trouver, mais aucun n'a réussi. Certains affirment que le chevalier se manifeste pour protéger son butin, effrayant les intrus jusqu'à ce qu'ils abandonnent leur quête. Parmi les témoignages les plus troublants, il y a celui de Mathis, un jeune archéologue passionné par les légendes bretonnes. Une nuit d'été, il décida de passer la nuit dans les ruines avec deux amis, armés de lampes torchées et d'un détecteur de métaux. Le groupe s'installa dans la grande salle du château, une pièce où les murs semblaient murmurer des récits anciens. Le ciel était dégagé, mais une étrange brume s'éleva autour du château peu après minuit. Tandis qu'ils exploraient les souterrains, Mathis entendit des bruits de pas derrière lui. Il se retourna, mais il n'y avait rien d'autre que le silence oppressant des lieux. Puis, dans une petite alcôve, ils trouvèrent une porte en pierre partiellement effondrée. Derrière, une galerie semblait s'enfoncer plus profondément dans le sol. Ils s'y engagèrent avec précaution. C'est alors qu'ils le virent. Une silhouette spectrale, vêtue d'une armure ancienne, se tenait au bout du couloir.
Ses yeux brillaient d'une lumière fantomatique, et il semblait flotter légèrement au-dessus du sol. Une épée scintillante pendait à son côté. « Partez, dit-il d'une voix grave et résonnante. Ce qui est ici n'est pas pour vous. » Tétanisés, les trois amis reculèrent lentement, mais la silhouette les suivit. Lorsqu'ils atteignirent la surface, elle disparut dans un tourbillon de brume. Ils quittèrent le château en courant, jurant de ne jamais y retourner. Depuis cette nuit, Mathis refuse de parler de ce qu'il a vu, mais ses amis confirment tous l'apparition. Les habitants du village voisin de Tonquédec racontent que d'autres visiteurs ont vécu des expériences similaires. Certains entendent des pas lourds dans les tours, comme si un chevalier en armure montait la garde. D'autres disent avoir vu une lumière vaciller dans les ruines, malgré l'absence de toute source lumineuse. Un ancien garde-chasse affirme même avoir aperçu la silhouette du chevalier chevauchant un destrier fantomatique au clair de lune, parcourant les bois autour du château. Malgré ces récits effrayants, les ruines continuent d'attirer les curieux. Les chasseurs de trésors espèrent toujours trouver le butin légendaire, bien que beaucoup abandonnent leur quête après avoir passé une nuit dans les murs silencieux du château. Alors, si vous visitez le château de Tonquédec et que vous sentez une présence derrière vous, ne paniquez pas. Ce pourrait être Guy de Tonquédec, surveillant son domaine, s'assurant que son trésor reste inviolé. Mais prenez garde, ceux qui osent défier le spectre ne repartent pas toujours indemnes. Au cœur de la légendaire forêt de Brocéliande se trouve une source mystérieuse, la fontaine de Barenton. Cette eau limpide, située dans une clairière entourée de vieux arbres noueux, est au centre de nombreux récits enchanteurs et terrifiants. Les anciens disent qu'elle possède des pouvoirs magiques, capables d'invoquer des tempêtes ou de révéler des vérités cachées. Mais ces dons ne viennent pas sans un prix. L'histoire la plus célèbre liée à cette fontaine remonte au temps de Merlin l'Enchanteur et de la fée Viviane. On raconte que Merlin, amoureux de Viviane, lui enseigna des secrets anciens près de cette source. En retour, Viviane, grâce à la magie de l'eau, aurait créé un sortilège pour emprisonner Merlin dans un cercle invisible. Depuis, la fontaine de Barenton est réputée pour exaucer les vœux, mais elle attire également ceux qui cherchent à percer ses mystères. L'histoire de Julien, un jeune homme du village de Pimpon, est l'un des récits modernes les plus troublants liés à Barenton. Julien, passionné par les légendes arthuriennes, passait ses journées à explorer la forêt, cherchant des indices sur les anciens contes. Un soir, alors que le soleil déclinait, il atteignit la fontaine, une tâche qu'il s'était fixée depuis des mois. La clairière était baignée d'une lumière dorée, et l'eau scintillait comme si elle était vivante. Julien, curieux, s'agenouilla pour toucher la surface. À cet instant, il sentit un frisson parcourir son corps. Une voix douce, presque un murmure, s'éleva autour de lui. « Que désires-tu, voyageur ?» Surpris mais fasciné, Julien répondit « Je veux connaître la vérité sur les légendes de cette forêt. » La fontaine sembla répondre, produisant une série de cercles concentriques sur sa surface, bien qu'il n'y ait eu aucun vent. Soudain, il aperçut une silhouette dans l'eau. C'était une femme aux cheveux argentés, vêtue d'une robe scintillante. Ses yeux perçants fixaient Julien. « La vérité a un prix, dit-elle. Es-tu prêt à l'accepter ? » Julien, pris dans une fascination presque hypnotique, acquiesça. La femme tendit une main translucide et toucha la surface de l'eau. Aussitôt, Julien sentit une étrange énergie l'envahir. Il se retrouva transporté dans une vision. Il vit Merlin, entouré d'une lumière dorée, marchant avec Viviane près de la fontaine. Puis, la scène changea. Il vit des chevaliers, des batailles et des rituels anciens. Mais les visions devinrent rapidement sombres. Il aperçut des visages tordus par la douleur, des ombres courant dans les bois, et des flammes dévorant des clairières. Lorsqu'il reprit conscience, la nuit était tombée, et la fontaine paraissait plus sombre, presque menaçante. Julien sentit une lourdeur peser sur lui, comme si une partie de lui avait été changée. En se redressant, il réalisa que ses mains tremblaient. Il quitta la clairière précipitamment, mais sur le chemin du retour, il sentit une présence derrière lui. À chaque détour, il croyait apercevoir une ombre, mais lorsqu'il se retournait, il n'y avait rien. Julien rentra chez lui cette nuit-là,
mais il ne parla jamais de ce qu'il avait vu à personne. Les villageois remarquèrent qu'il devint de plus en plus reclus, évitant même ses amis les plus proches. Quelques semaines plus tard, Julien disparut sans laisser de traces. Certains disent qu'il s'est perdu dans la forêt, tandis que d'autres pensent que la fontaine l'a appelé à elle. Aujourd'hui encore, les visiteurs qui s'aventurent près de la fontaine de Barenton racontent des expériences étranges. Certains affirment avoir entendu des murmures venant de l'eau, tandis que d'autres disent avoir vu des ombres danser à la périphérie de la clairière. Mais tous s'accordent sur une chose, ce lieu n'est pas ordinaire. Alors, si un jour vous visitez la fontaine de Barenton, approchez-la avec respect. Ne touchez pas l'eau, à moins d'être prêt à payer le prix de votre curiosité. Car ce que vous verrez pourrait bien changer votre vie ou vous en priver. Dans les terres sauvages autour de Plogoff, un village isolé à l'extrémité ouest de la Bretagne, les habitants chuchotent encore des histoires sur le meneur de loups. Cet être mystérieux, mi-homme mi-spectre, aurait le pouvoir de contrôler les loups, les utilisant pour semer la terreur dans la région. Mais cette légende, aussi terrifiante soit-elle, n'est pas qu'une simple histoire pour effrayer les enfants. Ceux qui l'ont croisé jurent de son existence. L'origine de cette légende remonte à plusieurs siècles, lorsqu'un berger nommé Yann fut accusé à tort de vol par les notables du village. Enrôlé de force dans une chasse aux loups qui devait l'exposer au danger, Yann fut abandonné par ses compagnons en pleine forêt. Il y passa des jours, seul, luttant pour sa survie. La faim, le froid et la solitude finirent par l'amener à un acte désespéré. Il invoqua les forces obscures, jurant allégeance au diable en échange de vengeance. Selon les anciens, le pacte fut scellé une nuit de pleine lune. Yann, désormais transformé, gagna le pouvoir de commander aux loups de la forêt, qui devinrent ses fidèles serviteurs. Il les utilisa pour terroriser ceux qui l'avaient trahi. Les hurlements des loups résonnaient chaque nuit autour du village, et les troupeaux étaient décimés sans explication. Les villageois vivaient dans la peur, craignant d'être la prochaine cible de cette vengeance surnaturelle. Une des histoires les plus connues est celle de Tanguy, un jeune chasseur du village. Intrépide, il refusa de croire au récit du meneur de loups et décida de partir seul dans la forêt pour retrouver un mouton disparu. Armé de son fusil, il pénétra dans les bois au crépuscule, malgré les avertissements de ses proches. La forêt était silencieuse, presque trop calme, comme si elle retenait son souffle. Soudain, un hurlement déchira l'air, suivi d'un autre, puis d'un troisième. Tanguy sentit une sueur froide couler dans son dos, mais il continua. Alors qu'il atteignait une clairière, il vit un spectacle qui le pétrifia. Un homme encapuchonné se tenait au centre, entouré d'une meute de loups aux yeux brillants. L'homme leva une main, et les loups se figèrent, leur regard perçant braqué sur Tanguy. « Pourquoi viens-tu troubler mes terres, chasseur ?» dit une voix profonde et gutturale. Tanguy, tremblant, pointa son fusil vers l'homme. Mais avant qu'il ne puisse tirer, le meneur de loups leva son bras, et la meute bondit. Les loups ne le touchèrent pas mais encerclèrent Tanguy, grognant et montrant les crocs. Le meneur de loups s'approcha alors, son visage à moitié dissimulé dans l'ombre. « Rentre chez toi, et dis à ton village que ces bois ne leur appartiennent pas », puis, d'un geste, il fit disparaître les loups dans l'obscurité. Tanguy, encore sous le choc, ne demanda pas son reste et quitta la forêt en courant. Lorsqu'il raconta son expérience, les villageois décidèrent de ne plus s'aventurer dans les bois après la tombée de la nuit. Mais les attaques de loups continuèrent. Les troupeaux furent réduits à néant, et plusieurs chasseurs disparurent sans laisser de traces. Certains habitants affirment que le meneur de loups rôde encore dans les bois autour de Plogoff. Par les nuits de pleine lune, on entend des hurlements étranges, mêlés à des rires graves qui semblent humains. Ceux qui croisent son chemin disent qu'il est devenu un esprit immortel, condamné à errer éternellement avec sa meute. Alors, si vous vous aventurez dans les forêts de Plogoff, faites attention. Si les hurlements se rapprochent ou si vous sentez des yeux vous observer dans l'obscurité, il est peut-être déjà trop tard. Car le meneur de loups ne laisse jamais ses proies repartir sans souvenir ou sans regret. Nichée au cœur de la forêt de Brocéliande, la petite chapelle de Tréoranteuc est un lieu unique, entouré de mystères. Connue pour son lien avec la légende du Saint Graal,
elle attire chaque année des visiteurs fascinés par son architecture étrange, ses vitraux énigmatiques, et les nombreux récits qui s'y rattachent. Mais au-delà de son caractère sacré, la chapelle est également réputée pour être le théâtre de phénomènes inexplicables. L'histoire remonte au XIXe siècle, lorsque l'abbé Henri Gillard devint le curé de Tréorenteuc. Passionné par les légendes arthuriennes, il entreprit de restaurer la chapelle en y intégrant des symboles du Graal. Pourtant, dès le début des travaux, des événements troublants commencèrent à se produire. Les ouvriers rapportèrent entendre des voix dans les murs, des murmures incompréhensibles semblant les guider ou les avertir. Certains refusèrent même de poursuivre les travaux, convaincus que le lieu était habité par une force surnaturelle. L'une des histoires les plus intrigantes est celle d'un pèlerin nommé André, qui visita la chapelle dans les années 1920. André, un homme sceptique et rationnel, était venu explorer la forêt de Brocéliande pour en démystifier les légendes. Lorsqu'il entra dans la chapelle, il fut immédiatement frappé par son atmosphère. L'air semblait chargé d'électricité, et un étrange sentiment de malaise l'envahit. En contemplant les vitraux, André remarqua une scène qui attira particulièrement son attention, un chevalier agenouillé devant une coupe dorée, entouré de lumière divine. Fasciné, il s'approcha, mais à mesure qu'il fixait la coupe, il sentit son esprit vaciller. Une voix résonna alors dans sa tête, douce mais insistante, « Cherches-tu vraiment la vérité ?» André, surpris, regarda autour de lui, mais il était seul. Pourtant, la voix persistait, et l'air semblait devenir de plus en plus oppressant. Alors qu'il tentait de sortir, il se retrouva incapable de bouger. Les murs de la chapelle semblaient se refermer sur lui, et les vitraux se mirent à briller d'une lumière surnaturelle. La voix reprit, plus forte cette fois, « Le Graal n'est pas pour les âmes impures. Pars, ou subis l'épreuve. » Terrifié, André s'effondra. Lorsqu'il reprit conscience, il était étendu à l'extérieur de la chapelle, le corps glacé malgré la chaleur estivale. Les habitants du village le trouvèrent dans cet état, et bien qu'ils tentèrent de le réconforter, André refusa de parler de ce qu'il avait vu. Il quitta Brocéliande dès le lendemain et ne revint jamais. Depuis, de nombreux visiteurs rapportent des sensations étranges en entrant dans la chapelle. Certains disent avoir vu des ombres bouger dans les coins, ou entendu des chants éthérés, comme si un chœur invisible récitait des prières anciennes. D'autres, plus audacieux, affirment avoir vu une lumière dorée apparaître au centre de l'autel, émettant une chaleur réconfortante mais inexplicable. Les anciens de Tréorenteuc croient que la chapelle est un lieu de passage entre les mondes, protégé par les esprits des chevaliers du Graal. Ils avertissent les visiteurs de ne pas entrer avec des intentions égoïstes ou impures, sous peine d'être confrontés à des visions terrifiantes. Aujourd'hui encore, la chapelle du Graal reste un lieu de fascination et de crainte. Les randonneurs et les pèlerins y affluent, espérant ressentir un fragment de la magie qui habite ces murs. Mais rares sont ceux qui osent y rester après la tombée de la nuit, lorsque la forêt semble s'animer, et que la lumière des vitraux prend une teinte inquiétante. Si vous visitez Brocéliande, souvenez-vous de cet avertissement, la chapelle n'est pas un lieu ordinaire. Approchez-la avec respect, ou préparez-vous à affronter ce qui se cache derrière ses symboles et ses secrets. Car là où réside le Graal, le mystère et la peur ne sont jamais loin. La pointe du Raz, avec ses falaises vertigineuses et ses eaux tumultueuses, est l'un des lieux les plus emblématiques de la Bretagne. Ce bout du monde, où la terre semble céder la place à l'océan, inspire autant de fascination que de crainte. Mais au-delà de sa beauté sauvage, la pointe du Raz est également le théâtre d'une légende troublante, celle du spectre de la pointe, un esprit qui apparaîtrait par temps de brouillard pour avertir ou maudire les marins. L'histoire la plus ancienne liée à cette légende raconte qu'un veilleur de phare du XIXe siècle, nommé Loïc, aurait été témoin de cette apparition. Une nuit d'hiver, alors que la brume enveloppait la pointe et que les vagues frappaient les rochers avec une violence inouïe, Loïc entendit des coups répétés à la porte du phare. Intrigué et inquiet, il descendit, croyant qu'un marin perdu avait besoin d'aide. Lorsqu'il ouvrit, il ne trouva personne. Mais une silhouette se dessina dans la brume, juste au bord de la falaise. C'était une femme vêtue de noir, ses cheveux longs et emmêlés par le vent. Son visage était caché par une capuche, mais ses mains, blanches comme l'ivoire, se tendirent vers Loïc. « Retourne chez toi,
murmura-t-elle d'une voix presque inaudible. Puis, avant qu'il ne puisse répondre, elle disparut, avalée par la brume. Le lendemain matin, un bateau de pêche fut retrouvé brisé sur les récifs, et aucun des marins à bord ne survécut. Loïc, hanté par cette vision, quitta son poste quelques mois plus tard, affirmant que le fantôme l'avait averti, mais qu'il n'avait pas compris son message à temps. Au fil des décennies, d'autres récits similaires ont émergé. Un marin nommé Yann, connu pour son expérience, rapporta avoir vu le spectre en 1924. Ce soir-là, alors qu'il naviguait dans des conditions difficiles, une épaisse brume s'était levée. Il vit alors une lumière étrange au sommet d'une falaise. Pensant qu'il s'agissait d'un feu allumé par d'autres marins pour signaler un danger, il s'en approcha. Mais lorsqu'il arriva à proximité, il vit une femme, flottant légèrement au-dessus du sol, lui faisant signe de s'éloigner. Yann, terrifié mais obéissant à l'avertissement, changea de cap. Quelques instants plus tard, il entendit un fracas derrière lui, un rocher qu'il n'avait pas vu se trouvait à l'endroit où il aurait navigué. Convaincu que le spectre lui avait sauvé la vie, il transmit cette histoire aux générations suivantes. Cependant, tout le monde ne décrit pas le spectre comme un esprit bienveillant. Certains marins affirment qu'il s'agit d'une âme en colère, cherchant à se venger des vivants. Lorsqu'il apparaît, il murmure des mots incompréhensibles, et une ombre glaciale semble s'abattre sur ceux qui le croisent. Plusieurs pêcheurs disparus au large de la pointe du Raz auraient été vus pour la dernière fois en train de fixer la falaise, comme hypnotisés par une présence invisible. Aujourd'hui encore, par les nuits de brouillard ou de tempête, les habitants des environs affirment entendre des murmures portés par le vent. Des randonneurs, attirés par la beauté austère de la pointe, rapportent parfois avoir vu une silhouette noire au bord des falaises, disparaissant soudainement dans la brume. Certains affirment même avoir ressenti une main froide se poser sur leur épaule avant de se retourner et de ne rien trouver. La pointe du Raz reste un lieu où la nature impose sa puissance, mais où le surnaturel semble aussi rôder. Les anciens conseillent de ne jamais défier l'océan ou d'ignorer les signes étranges lorsqu'on se trouve dans cet endroit. Car le spectre, bien qu'invisible à la plupart des yeux, veille toujours, et son message est clair, la mer, aussi fascinante soit-elle, reste un domaine où les vivants et les morts se croisent parfois pour le meilleur ou pour le pire. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.